Imaginez le lieu où les premières lueurs de la civilisation se sont allumées dans l'histoire de l'humanité. Le lieu où les villes sont nées, où les hommes ont appris à écrire, à compter, à construire et à rêver aux étoiles. Ce n'est pas un conte de fées, mais une réalité enfouie dans les sables du temps. Nous voyageons en Mésopotamie antique, une terre qui a tant donné au monde, mais dont le nom est aujourd'hui méconnu de tous. Pourquoi s'intéresser à l'histoire des Sumériens? Vous serez peut-être surpris d'apprendre à quel point ce que nous tenons pour acquis trouve ses racines dans cette culture ancestrale. De l'idée même d'un État au fondement de notre calendrier, beaucoup de choses sont nées là, entre deux grands fleuves. Cette terre, souvent appelée le berceau de la civilisation, détient les clés pour comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Je vous invite à un voyage où nous réveillerons ensemble cette terre ancestrale en explorant ses mystères et ses découvertes. Nous parlerons non pas de guerres et de conquêtes, mais de création, des premiers pas de l'humanité vers le progrès. Ce sera une immersion paisible dans le passé, où chaque découverte se dévoilera avec fluidité, comme les pages d'un livre ancien, procurant un sentiment de paix et de profonde compréhension. Alors commençons notre voyage en Mésopotamie, une terre où le temps semble s'être arrêté pour nous raconter son histoire. Imaginez un pays où deux grands fleuves, tels des artères vivantes, serpentent à travers des vallées fertiles. C'est la Mésopotamie, littéralement la terre entre les fleuves, qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate. C'est ici, dans ce croissant fertile, qu'est née l'une des civilisations les plus anciennes et les plus influentes, les Sumériens. Le Tigre et l'Euphrate étaient plus que de simples fleuves. Source de vie, ils nourrissaient la terre, la rendaient fertile et capable de subvenir aux besoins d'une population croissante. Mais au-delà de leurs bienfaits, les fleuves apportaient aussi des défis. Les crues annuelles, tout en enrichissant le sol de limon, pouvaient être dévastatrices et menacer les cultures et les habitations. La gestion de l'eau, construction de canaux, de barrages et de systèmes d'irrigation devint une préoccupation majeure pour les premiers habitants du territoire. Cela exigeait un effort et une organisation collective, contribuant ainsi à la formation de structures sociales plus complexes. Le climat mésopotamien était chaud et aride, rendant l'irrigation vitale. Sans irrigation artificielle, l'agriculture aurait été quasiment impossible. Les Sumériens furent les pionniers de cette technique. Ils développèrent des systèmes complexes de canaux qui détournaient l'eau des rivières vers les champs, permettant ainsi la culture de céréales comme l'orge et le blé, ainsi que de dattes, de légumes et de fruits. Ces progrès en matière d'irrigation assuraient non seulement la sécurité alimentaire, mais facilitèrent également la croissance démographique et la création d'un excédent utilisable pour le commerce et le développement de l'artisanat. Les implantations en Mésopotamie se sont progressivement transformées, passant de petites communautés agricoles à des centres urbains plus vastes et plus complexes. Cette transition, amorcée vers le 4e millénaire avant notre ère, vers 4000 avant notre ère, a marqué le début d'une ère nouvelle. Les premières villes ont émergé, devenant des centres de la vie politique, économique et religieuse. Parmi ces premiers centres urbains, Ur, Uruk et Eridu se distinguent. Uruk, située sur les rives de l'Euphrate, était l'une des plus anciennes cités, dont l'histoire remontait à l'Antiquité. Uruk, également connue sous le nom d'Eresh biblique, devint l'une des cités les plus grandes et les plus influentes de son époque, surtout à son apogée.
Eridu, située au sud, était considérée comme l'une des premières villes, le lieu où, selon les mythes, les dieux établissaient leur royauté. Ces cités n'étaient pas de simples regroupements de maisons, mais des organismes en développement, dotés de leurs propres infrastructures, temples, marchés et gouvernements. Dans ces villes, les populations ont commencé à vivre en communautés plus concentrées, ce qui a contribué au développement d'une spécialisation du travail. Des artisans sont apparus, potiers, tisserands, forgerons et constructeurs. L'agriculture est restée le pilier de l'économie, mais elle a été complétée par une variété d'artisanats répondant aux besoins croissants de la population urbaine. La vie dans ces premières villes, bien que plus complexe que dans les petits villages, exigeait également une certaine organisation et des règles. Les gens apprenaient à vivre côte à côte, à résoudre des problèmes communs et à œuvrer ensemble pour le bien commun. Tel fut le processus lent mais constant de formation de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Ainsi, la géographie, les fleuves, le climat et le paysage de la Mésopotamie ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du monde sumérien. Ils ont posé les bases du développement de l'agriculture, stimulé l'ingéniosité en matière d'irrigation de l'eau et facilité l'émergence des premières villes et le développement de structures sociales complexes. C'était une terre où la nature et le travail humain interagissaient étroitement, jetant les bases de grandes réalisations encore à découvrir. C'est dans ces vallées fertiles entre deux fleuves puissants que débuta le lent mais constant processus de naissance d'une ère nouvelle. Nous parlons de la période comprise entre 4000 et 3500 avant Jésus environ, lorsque de petites communautés agricoles disséminées le long des rives du Tigre et de l'Euphrate commencèrent à se transformer. C'est à cette époque que des populations maîtrisant déjà l'agriculture et l'élevage commencèrent à se regrouper, formant les premières implantations stables. Ces implantations se développèrent progressivement, se transformant en véritables centres urbains, qui seraient plus tard connus comme les berceaux de la civilisation sumérienne. Parmi ces cités anciennes, Ur, Uruk et Eridu occupent une place particulière. Chacune a joué un rôle unique dans le développement de la société sumérienne. Eridu, située au sud, était considérée comme l'une des plus anciennes implantations, le lieu que, selon les mythes, les dieux avaient choisi pour établir la royauté. Cela suggère que, déjà à cette époque, il y a des milliers d'années, les peuples s'interrogeaient sur la structure de gouvernance et la légitimité du pouvoir. Uruk, autre grande cité, devint plus tard le centre d'un puissant royaume et un lieu associé au héros légendaire Gilgamesh. Ur était connu pour son port prospère et son commerce dynamique. Ces villes n'étaient pas de simples agglomérations de maisons, mais des organismes complexes et évolutifs. Elles possédaient leurs propres infrastructures, des temples qui servaient non seulement de lieux de culte, mais aussi de centres de la vie sociale et économique, des marchés où s'échangeaient les marchandises, et bien sûr des systèmes administratifs. Les populations commencèrent à vivre en communautés plus concentrées, ce qui contribua inévitablement au développement d'une spécialisation du travail. Les premiers artisans apparurent. Des potiers qui créaient les récipients en argile nécessaires au stockage de la nourriture et de l'eau, des tisserands qui confectionnaient des vêtements en laine et en lin, des forgerons qui travaillaient le métal pour créer des outils et des armes, et des bâtisseurs qui érigeaient maisons, temples et remparts. L'agriculture, bien sûr, demeura le fondement de l'économie. Les Sumériens apprirent à optimiser l'utilisation des sols fertiles, irriguant les champs grâce à un système complexe de canaux et détournant l'eau des rivières. Cela permettait des récoltes stables de céréales comme l'orge et le blé,
ainsi que la culture de dattes et de légumes. Mais cette production de base était désormais complétée par une variété d'artisanats répondant aux besoins croissants de la population urbaine. Ils produisaient non seulement des biens essentiels, mais aussi des bijoux, des objets rituels et des outils pour la construction et l'agriculture. La vie dans ces premières villes, bien que plus complexe et organisée que dans les petites communautés villageoises, exigeait également de nouvelles formes d'interaction. Les gens apprirent à vivre côte à côte, à résoudre des problèmes communs, comme l'entretien des systèmes d'irrigation ou la défense des colonies, et à œuvrer ensemble pour le bien commun. Ce fut un processus lent mais constant qui façonna ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Dans ces premières villes, les fondements de l'organisation sociale furent posés. Les premières formes de gouvernance se développèrent et les institutions publiques émergèrent. On peut imaginer la vie quotidienne dans une telle ville. Tôt le matin, alors que le soleil commençait à peine à illuminer le sommet des Igora, les rues grouillaient déjà de vie. Les artisans se rendaient à leurs ateliers, les agriculteurs aux champs et les marchands se préparaient pour une nouvelle journée de commerce. Les femmes s'occupaient des tâches ménagères, de la garde des enfants, de la cuisine, du tissage et d'autres activités ménagères. Les enfants jouaient dans les rues, tandis que les anciens leur enseignaient les bases de l'artisanat ou les aidaient aux tâches ménagères. Le soir, après la journée de travail, les gens se réunissaient, échangeaient des nouvelles et écoutaient des histoires et des mythes transmis de génération en génération. Il est important de comprendre que ces premières cités étaient encore loin des mégapoles d'aujourd'hui. Leur taille était considérablement plus modeste et la vie y était plus paisible. Mais c'est précisément dans ces conditions, influencées par la géographie et grâce à l'ingéniosité humaine, que se sont posées les fondations qui ont permis à la civilisation sumérienne d'atteindre son apogée. Ces cités sont devenues des centres d'accumulation du savoir, de développement de nouvelles technologies et de formation de traditions culturelles uniques. Elles étaient de véritables forges où l'avenir s'est forgé. Ainsi, la géographie, les fleuves, le climat et le paysage de la Mésopotamie ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du monde sumérien. Ils ont jeté les bases du développement de l'agriculture, stimulé l'ingéniosité en matière d'irrigation et de gestion de l'eau, et facilité l'émergence des premières villes et le développement de structures sociales complexes. C'était une terre où la nature et le travail humain interagissaient étroitement, jetant les bases de grandes réalisations encore à découvrir. Cette période de développement urbain fut une étape cruciale, ouvrant la voie à l'épanouissement de la civilisation sumérienne avec son écriture, sa religion, ses sciences et son art que nous aborderons plus loin. Nous en arrivons ainsi à l'une des questions les plus fascinantes concernant les Sumériens. Qui étaient-ils ? D'où venaient ces gens qui ont fondé une civilisation aussi avancée dans la vallée entre le Tigre et l'Euphrate ? Cette question fascine toujours les historiens et les archéologues, et bien qu'il n'existe pas encore de réponse unique et totalement indiscutable, nous disposons de plusieurs preuves convaincantes qui nous aident à mieux la comprendre. Commençons par la langue. Le sumérien est un véritable phénomène linguistique. Il diffère totalement de toute autre langue connue du monde antique, ni des langues de peuples voisins tels que les Akkadiens, les Amorites ou les Élamites. Sa structure grammaticale, sa phonétique et son vocabulaire indiquent tous que le sumérien est probablement un isolat, c'est-à-dire une langue sans lien avéré avec d'autres familles linguistiques. Cette singularité a donné lieu à de nombreuses théories. L'une d'elles suggère que les Sumériens sont arrivés en Mésopotamie de loin, peut-être de l'Est ou du Sud-Est, apportant avec eux leur langue distinctive.
Une autre théorie, au contraire, privilégie l'idée que les Sumériens étaient une population autochtone, c'est-à-dire les premiers habitants de cette terre évolués au fil des millénaires. Les découvertes archéologiques fournissent des indices supplémentaires, quoique pas toujours définitifs. À partir du 5e millénaire avant Jésus, des traces d'une culture naissante associée aux Sumériens apparaissent dans le sud de la Mésopotamie. On observe le développement de l'agriculture, l'apparition des premières céramiques, puis les premiers établissements humains. Au 4e millénaire avant Jésus, ces établissements commencent à se transformer en véritables villes comme Ur, Uruk et Eridu. On y trouve des artefacts clairement distincts de ceux découverts dans les régions environnantes, tels que des vases en argile, des bijoux et des formes architecturales anciennes. Il est important de noter qu'aucune trace évidente de migration massive susceptible d'expliquer l'émergence d'un peuple entièrement nouveau parlant une langue étrangère n'a été retrouvée dans les couches archéologiques. Cela conforte l'idée d'un développement progressif, suggérant que la culture sumérienne aurait pu se former localement, peut-être grâce à l'interaction de divers groupes de population, l'un d'eux, les locuteurs de la langue sumérienne, devenant progressivement dominants. Imaginez à quoi pouvaient ressembler ces premiers Sumériens. Nous savons qu'ils étaient agriculteurs, éleveurs et artisans. Leur quotidien était étroitement lié au cycle de la nature et à leur travail de la terre. On peut supposer qu'ils portaient des vêtements simples, en lin, cultivés localement. Leurs maisons étaient probablement construites en briques d'argile, disponibles en abondance. Les enfants jouaient dans la rue, tandis que les anciens leur enseignaient les bases de l'artisanat ou les aidaient aux tâches ménagères. Le soir, après une journée de travail, les gens se réunissaient pour partager des nouvelles et écouter des histoires et des mythes transmis de génération en génération. C'est dans ces conditions, influencées par les caractéristiques géographiques et grâce à l'ingéniosité humaine, que furent posées les fondations qui permirent à la civilisation sumérienne d'atteindre son apogée. Ces cités devinrent des centres d'accumulation du savoir, de développement de nouvelles technologies et de formation de traditions culturelles uniques. Elles furent de véritables forges où l'avenir se forgea. Ainsi, la question des origines des Sumériens reste ouverte, mais les données linguistiques et archéologiques nous permettent de formuler des hypothèses éclairées. Qu'ils aient été des extraterrestres ou des autochtones, leur arrivée et leur développement en Mésopotamie ont constitué l'un des événements les plus marquants de l'histoire humaine, jetant les bases de nombreuses civilisations futures. Cette période de développement urbain a marqué une étape cruciale, ouvrant la voie à l'épanouissement de la civilisation sumérienne, avec son écriture, sa religion, ses sciences et son art, que nous aborderons plus loin. Dans la nuit des temps, là où les terres fertiles de Mésopotamie étaient baignées par les eaux de deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, naquit l'une des premières grandes civilisations, la civilisation sumérienne. Nous poursuivons notre voyage à travers cette époque remarquable en nous plongeant dans le monde spirituel des Sumériens, leur compréhension de l'univers et le rôle de la religion dans leur vie. Pour les Sumériens, le monde était imprégné d'une présence divine. Ils croyaient en un vaste panthéon de dieux et de déesses, chacun responsable d'aspects spécifiques de la nature et de la vie humaine. Ces divinités n'étaient pas des entités lointaines et abstraites. Au contraire, elles participaient activement au monde, influençant les récoltes, le climat, la santé et même l'issue des guerres. Les Sumériens cherchaient à conserver la faveur des dieux par des prières, des sacrifices et, bien sûr, par la construction de temples magnifiques.
Au cœur de la mythologie sumérienne se trouvaient les idées sur la création du monde. Selon leurs croyances, seul l'océan primordial existait à l'origine. De ces profondeurs surgirent les premiers dieux, qui créèrent ensuite le ciel et la terre, puis tous les êtres vivants. Ces récits, transmis oralement puis consignés sur des tablettes d'argile, aidaient les Sumériens à comprendre leur place dans l'univers et les lois qui le régissent. Les mythes du déluge occupaient une place particulière dans la vision du monde sumérienne. Comme beaucoup d'autres cultures antiques, les Sumériens avaient leur propre version de l'histoire d'un grand déluge qui détruisit l'humanité à cause de ses péchés. Cependant, leur mythe comportait toujours une note d'espoir. Un homme vertueux, généralement Ziusudra, est averti par les dieux et sauvé pour commencer une nouvelle vie sur Terre. Ces récits reflétaient non seulement la peur des catastrophes naturelles, mais aussi la croyance en la possibilité d'un renouveau et d'une continuation de la vie. Les temples des cités sumériennes étaient plus que de simples lieux de culte. Ils étaient le véritable cœur de la vie urbaine, combinant fonctions spirituelles, économiques et politiques. À la tête de chaque temple se tenait un grand prêtre ou une grande prêtresse, considérés comme l'intermédiaire entre le peuple et les dieux. Les temples possédaient de vastes terres, des entrepôts et des ateliers. Ils acceptaient les dons des fidèles, géraient les réserves de céréales et autres produits et fournissaient de la nourriture aux ouvriers et artisans du temple. Ainsi, le temple servait de centre économique majeur, assurant le fonctionnement de la ville et de ses habitants. La vie d'un Sumérien ordinaire était étroitement liée aux rituels religieux. Les prières quotidiennes, la participation aux fêtes du temple et l'observance des ordres des prêtres faisaient partie intégrante de leur existence. Les Sumériens croyaient que les dieux pouvaient envoyer des maladies ou, au contraire, guérir. Ils se tournaient donc vers les temples pour obtenir de l'aide dans les moments difficiles. Les prêtres, outre leurs devoirs spirituels, agissaient souvent comme conseillers, médecins et même juges. Chaque cité avait son propre dieu protecteur. Par exemple, à Ur, c'était le dieu de la lune, Nanna. À Uruk, c'était la déesse de l'amour et de la fertilité, Inanna. Et à Eridu, c'était Enki, le dieu de l'eau douce et de la sagesse. Ces dieux étaient considérés comme les fondateurs et les protecteurs de leur cité, et leur culte était particulièrement intense. Les Sumériens croyaient que la prospérité d'une cité dépendait directement de la façon dont elle honorait son dieu. Il est important de comprendre que la religion sumérienne était polythéiste, ce qui signifie qu'elle vénérait de nombreux dieux. Cependant, cela ne signifiait pas le chaos. Le Panthéon possédait sa propre hiérarchie, dirigée par des divinités suprêmes telles qu'Anu, le dieu du ciel, Enlil, le dieu du vent et de l'air, et Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau douce. Ces dieux étaient considérés comme les ancêtres d'autres divinités mineures. La vision des Sumériens sur l'au-delà était plutôt sombre. Ils croyaient qu'après la mort, l'âme humaine voyageait vers le monde souterrain appelé Kur. C'était un lieu de ténèbres éternelles et de poussière, où les âmes vivaient dans l'oubli, se nourrissant d'argile et de poussière. Cette vision sombre soulignait encore davantage l'importance de la vie terrestre et la nécessité de gagner la faveur des dieux ici et maintenant. Les fêtes religieuses étaient des événements marquants de la vie des cités sumériennes. Elles étaient agrémentées de processions, de musique, de danses et de sacrifices somptueux.
Les serviteurs du temple, vêtus de leurs plus beaux atours, accomplissaient des rituels destinés à apaiser les dieux et à assurer la prospérité de la cité. Ces fêtes renforçaient le sentiment d'appartenance des habitants et leur rappelaient leur lien indéfectible avec le monde divin. L'art et l'architecture sumériens étaient également étroitement liés à leurs croyances religieuses. Des temples monumentaux, comme la célèbre Ziggoura d'Ur, étaient construits comme des marches menant au ciel, résidence des dieux sur terre. Les murs des temples étaient décorés d'images de dieux, de créatures mythologiques et de scènes de cérémonies religieuses. Les sculptures de divinités et de souverains découvertes lors de fouilles témoignent du désir des Sumériens d'immortaliser leurs divinités et leurs souverains, soulignant ainsi leur lien avec le royaume divin. Ainsi, la religion et la mythologie ne faisaient pas seulement partie de la vie sumérienne, elles en constituaient le cœur. Elles ont façonné leur vision du monde, défini les normes sociales et inspiré la créativité et la construction. Ces croyances anciennes, gravées sur des tablettes d'argile, nous permettent d'appréhender la culture spirituelle de l'un des premiers peuples, dont la vision du monde a profondément influencé les civilisations ultérieures. Dans la section suivante, nous nous pencherons sur l'une des plus grandes réussites des Sumériens, l'invention de l'écriture, qui nous a permis de préserver leurs récits, leur savoir et leur foi. Au plus profond des âges, sur les terres fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, naquit l'une des premières civilisations humaines, les Sumériens. Nous avons déjà évoqué comment la religion et la mythologie imprégnaient chaque aspect de la vie sumérienne, comment les temples servaient de centre de pouvoir et comment l'art reflétait leurs profondes croyances spirituelles. Revenons maintenant à ce moment remarquable où l'humanité franchit l'une des étapes les plus importantes de son développement, l'invention de l'écriture. Imaginez un monde où l'information se transmettait uniquement oralement. Histoire, loi et savoir existaient tous dans la mémoire collective, sujets à la déformation et à l'oubli. Les Sumériens, cherchant à organiser leur vie, à enregistrer leurs transactions économiques et à préserver des informations importantes, ont réalisé une avancée qui a changé à jamais le cours de l'histoire. Entre 3200 et 3000 avant notre ère, ils ont commencé à transformer de simples dessins en un système complexe de symboles. Ce processus a débuté avec les pictogrammes, des images représentant directement des objets. Par exemple, le dessin d'une tête de taureau signifiait « taureau », tandis que l'image d'un épi de blé signifiait « blé ». Ces signes étaient intuitifs et faciles à comprendre. Cependant, l'enregistrement de concepts plus complexes, comme des actions ou des idées abstraites, nécessitait un système plus sophistiqué. Les Sumériens ont commencé à utiliser les idéogrammes, où un seul symbole pouvait représenter un mot entier, voire un concept. Par exemple, l'image d'un pied pouvait signifier « marcher » ou « se tenir debout ». Progressivement, pour des raisons de commodité et de rapidité, ces dessins se sont stylisés. Au lieu de dessiner des images, les scribes ont commencé à graver des symboles dans l'argile molle à l'aide d'un roseau aiguisé. Les marques laissées par cet outil étaient en forme de coins. C'est ainsi que naquit l'écriture cunéiforme, un système d'écriture unique qui devint la marque de fabrique de la Mésopotamie pendant des millénaires. L'argile était un matériau accessible et peu coûteux. Les scribes préparaient de petites tablettes, les façonnaient, puis, à l'aide d'un stylet, y inscrivaient des symboles cunéiformes. Les tablettes étaient ensuite séchées au soleil ou cuites au four, devenant ainsi des supports d'information durables.
C'était un véritable miracle, pouvoir préserver mots, pensées et événements pendant des siècles. Le rôle des scribes dans la société sumérienne était extrêmement important. Ils étaient gardiens du savoir, administrateurs et intermédiaires entre le peuple et les dieux. Apprendre à écrire était un processus long et ardu. Les jeunes hommes, et parfois les jeunes femmes, passaient des années dans des écoles spéciales appelées éduba, signifiant « maison des tablettes ». Ils y étudiaient des centaines de signes et maîtrisaient la grammaire, la littérature et même l'arithmétique. Ces écoles n'étaient pas seulement des lieux d'apprentissage, mais aussi des centres de vie culturelle. On y copiait et étudiait des textes anciens, on y créait des œuvres littéraires et on y consignait les lois et la comptabilité économique. Les scribes sumériens étaient de véritables chroniqueurs de leur époque, créant ce que nous appelons aujourd'hui les archives de la civilisation sumérienne. Grâce à leur travail, nous connaissons la vie quotidienne, les croyances, l'histoire et la science de ce peuple ancien. Imaginez le quotidien d'un scribe. Il arrive à l'Édouba tôt le matin, s'assoit devant une tablette d'argile, prépare soigneusement l'argile et commence à écrire. Ses doigts manient adroitement le stylet, traçant des rangées ordonnées de signes cunéiformes. Il peut enregistrer des contrats de céréales, émettre des décrets royaux, tenir des registres de biens du temple ou réécrire des mythes anciens. Son travail exige une précision, une patience et une persévérance incroyables. L'écriture a permis aux Sumériens de développer des formes complexes de gouvernance et d'économie. Il est devenu possible de tenir des registres détaillés des récoltes, des impôts et des marchandises circulant le long des routes commerciales. Cela a facilité la croissance des villes et le renforcement de leur pouvoir. Les lois inscrites sur des tablettes d'argile sont devenues le fondement du système juridique, garantissant justice et ordre. De plus, l'écriture a ouvert la voie au développement des sciences et de la littérature. Les Sumériens ont commencé à consigner leurs observations stellaires, leurs calculs mathématiques et leurs connaissances médicales. Les premières œuvres littéraires ont été créées, comme l'épopée de Gilgamesh, qui, bien que plus tardive, s'inscrit dans la tradition sumérienne. Ces textes, écrits en cunéiforme, sont devenus une source précieuse pour comprendre la vision du monde et le monde spirituel sumérien. Il est important de comprendre que l'écriture cunéiforme n'était pas statique. Elle a évolué au fil des millénaires, s'adaptant aux nouveaux besoins et aux nouvelles langues. Le sumérien, initialement écrit en cunéiforme, a progressivement perdu de son utilité comme langue vivante. Mais l'écriture cunéiforme a continué d'être utilisée pour transcrire l'akkadien, le babylonien, l'assyrien et d'autres langues mésopotamiennes. L'invention de l'écriture fut plus qu'une simple prouesse technologique. Elle marqua un changement fondamental dans notre façon de penser et de communiquer. Elle permet à l'humanité d'accumuler des connaissances, de bâtir des sociétés plus complexes et de laisser des traces inestimables de son existence. Née du besoin d'organiser le monde, l'écriture cunéiforme sumérienne devint la clé qui ouvrit les portes de leur remarquable civilisation, nous permettant d'entendre la voix de peuples ayant vécu il y a des milliers d'années. Dans la section suivante, nous examinerons l'organisation des sociétés de ces premières cités et leurs dirigeants. Nous avons ainsi découvert la plus grande invention des Sumériens, l'écriture, qui est devenue le fondement de la préservation de leur savoir et de leur culture. L'écriture nous a permis d'entrevoir leur monde, et grâce à ces documents, nous pouvons désormais imaginer l'organisation des sociétés de ces premières cités,
leurs dirigeants et le mode de vie de leurs habitants. La principale forme d'organisation politique à Sumer était la cité-État. Il ne s'agissait pas d'une région unique et centralisée telle que nous la concevons aujourd'hui. Chaque cité, comme Ur, Uruk ou Lagash, était une entité indépendante dotée de son propre souverain, de ses propres lois et de son armée. Ces cités-États étaient entourées de terres fertiles qu'elles cultivaient et se faisaient souvent concurrence pour les ressources et l'influence. À la tête de la cité-État se trouvait un souverain qui portait le titre de Lugal. Ce terme signifie littéralement « grand homme » ou « roi ». Le Lugal était non seulement un commandant militaire, mais aussi le grand prêtre et le juge suprême. Son pouvoir était considérable, mais non absolu. Il était responsable du bien-être de sa cité, assurant sa défense et maintenant l'ordre. En temps de paix, le Lugal était chargé du développement des infrastructures, de la construction de temples et de canaux et de l'organisation du commerce. Cependant, le pouvoir des Lugals était étroitement lié à celui des prêtres. Les temples jouaient un rôle crucial dans la vie de la société sumérienne. Ils étaient non seulement des centres de culte, mais aussi des institutions économiques. Ils possédaient de vastes étendues de terre, entreposaient des céréales et d'autres produits, pratiquaient l'artisanat et accordaient même des prêts. Les prêtres qui géraient les temples exerçaient une autorité et une influence considérables. Dépositaires du savoir, ils pratiquaient l'astronomie, la médecine et l'éducation. Les Lugals étaient souvent issus de familles sacerdotales ou étaient étroitement liés à la hiérarchie du temple. La vie des habitants ordinaires d'une cité-État était étroitement liée à leur communauté et au temple. La plupart de la population était composée d'agriculteurs qui cultivaient des champs appartenant au temple, à la communauté ou à des particuliers. On y trouvait également des artisans, potiers, tisserands, forgerons et bijoutiers, qui produisaient des biens essentiels. Enfin, des marchands échangeaient des marchandises au sein de la cité et avec d'autres agglomérations. Malgré la hiérarchie, certains droits et obligations civiques existaient. Tout citoyen libre avait droit à la protection de l'État et pouvait participer aux assemblées populaires dont l'influence était toutefois limitée, surtout à des époques ultérieures. Les responsabilités comprenaient le paiement des impôts, principalement destinés à l'entretien des temples et de l'armée, ainsi que la réalisation de travaux publics comme la construction de canaux ou la réparation des remparts. Les inégalités sociales existaient également. Au sommet de l'échelle sociale se trouvaient le souverain et les prêtres. En dessous se trouvaient les fonctionnaires, les scribes, les chefs militaires et les riches marchands. La majeure partie de la population était composée d'agriculteurs et d'artisans. Tout en bas de l'échelle se trouvaient les esclaves, qui constituaient cependant une part plus faible de la société que dans certaines autres civilisations antiques. Les esclaves étaient des prisonniers de guerre ou des personnes prisonnières de la servitude pour dette. La vie quotidienne dans la cité sumérienne était rythmée par les travaux agricoles et les fêtes religieuses. Le matin commençait au lever du soleil. Les hommes allaient au champ ou à l'atelier, tandis que les femmes s'occupaient de la maison, élevaient les enfants et préparaient les repas. L'alimentation de base se composait de pain d'orge, de dattes, de légumes et de poissons. La viande n'était pas accessible à tous et était réservée aux occasions spéciales. Les enfants issus de familles nobles recevaient une éducation dans les écoles des temples, où l'on leur enseignait l'écriture cunéiforme, l'arithmétique et d'autres sciences. C'était important car savoir lire et écrire ouvrait la voie à des postes prestigieux.
Cependant, pour la plupart des enfants, leur éducation principale consistait à aider leurs parents dans leurs travaux manuels. Le droit était un aspect important de l'organisation sociale. Les Sumériens élaborèrent certains des premiers codes de lois au monde, qui réglementaient divers aspects de la vie, des relations familiales et du mariage, au commerce et à la répression des crimes. Ces lois, consignées sur des tablettes d'argile, assuraient une certaine stabilité et prévisibilité à la société. Par exemple, elles concernaient les conditions d'embauche des travailleurs, la réglementation des baux fonciers et la responsabilité en cas de dommages. La société sumérienne était donc complexe et multiforme. La cité-État, avec son souverain et son clergé, définissait les droits et les obligations de ses citoyens et développait l'artisanat et le commerce, constituant ainsi une structure sociale et politique stable. Cette structure, née dans la vallée fertile entre les rivières, devint le fondement du développement ultérieur de la civilisation. Et si les guerres entre cités-États étaient fréquentes, elles contribuèrent également à la diffusion de la culture et de la technologie sumérienne. Maintenant que nous avons une idée de la façon dont la société était structurée, passons à l'une des réalisations les plus étonnantes des Sumériens, leurs inventions scientifiques et technologiques qui ont véritablement changé le cours de l'histoire. Nous avons donc vu comment la société sumérienne s'est formée, comment ses cités-États se sont développés et comment ses lois et sa structure sociale ont évolué. Intéressons-nous maintenant à ce qui a servi de fondement à cette civilisation, à son soutien économique. Il s'agissait bien sûr de l'agriculture, ainsi que de l'artisanat et du commerce, qui nourrissaient la vie des cités sumériennes. La terre entre le Tigre et l'Euphrate était incroyablement fertile. Les anciens Sumériens étaient d'habiles agriculteurs. Ils apprirent à exploiter les eaux de ces grands fleuves pour irriguer leurs champs, ce qui leur permit de récolter des récoltes abondantes. Ce n'était pas une mince affaire. Des systèmes complexes de canaux, de barrages et de réservoirs durent être construits pour gérer le débit de l'eau, protéger les cultures des inondations et assurer l'humidité pendant les périodes de sécheresse. Ces systèmes d'irrigation étaient de véritables prouesses techniques pour leur époque. Grâce à eux, les Sumériens purent cultiver non seulement des céréales comme l'orge et le blé, mais aussi des dattes, des légumes et des fruits. L'orge était particulièrement importante, car elle servait à la fabrication du pain et, bien sûr, de la bière, une boisson populaire. La production était si élevée qu'elle permettait non seulement de nourrir la population, mais aussi de générer un surplus. Ce surplus était essentiel au développement d'autres secteurs de la vie. Il soutenait les artisans non directement impliqués dans l'agriculture et servait également de base au commerce. Outre l'agriculture, les Sumériens développèrent un artisanat varié. Leur cité abritait des potiers fabriquant des poteries en argile, des tisserands créant des vêtements en laine et en lin, des forgerons travaillant le métal, des constructeurs construisant des maisons et des temples, et des bijoutiers créant des bijoux en pierres et métaux précieux. Chaque artisan se spécialisait dans son art, ce qui améliorait la qualité de ses produits et permettait la création d'objets plus complexes et plus variés. Les fouilles archéologiques en témoignent abondamment, des simples pots en argile, aux bijoux en or raffiné et aux outils en bronze. La spécialisation du travail était l'une des caractéristiques clés de la société sumérienne. Elle permettait aux individus de se consacrer à un métier spécifique et de perfectionner leurs compétences tout au long de leur vie. Cela a conduit à l'émergence de véritables maîtres, dont les produits étaient appréciés non seulement dans la ville, mais aussi au-delà de ses frontières. Bien sûr, toutes les ressources nécessaires n'étaient pas disponibles en Mésopotamie même.
Par exemple, les métaux comme le cuivre et l'étain, nécessaires à la fabrication du bronze, ou les pierres précieuses comme le lapis-lazuli, devaient être importés de loin. Cela stimula le développement du commerce. Les Sumériens étaient d'habiles commerçants. Ils utilisaient leurs marchandises, telles que les céréales, les textiles, la poterie et les objets en métal, pour les échanger contre des matières premières et d'autres produits de première nécessité. Les routes commerciales des Sumériens s'étendaient sur de vastes distances. Ils commerçaient avec les peuples vivant à l'est, dans le golfe Persique, d'où ils importaient du cuivre et des pierres. Ils nouaient également des contacts avec ceux vivant à l'ouest, en Anatolie, où l'on pouvait trouver des métaux. Des expéditions individuelles se rendaient même dans des contrées lointaines pour en extraire des matériaux précieux. On connaît des liens commerciaux sumériens avec la vallée de l'Inde, berceau de la civilisation arapéenne, et même avec l'Égypte. Les ports de l'Euphrate et du golfe Persique jouaient un rôle commercial particulier. Des villes comme Ur étaient d'importants centres commerciaux, facilitant la circulation des marchandises. Les navires transportaient des céréales et des objets artisanaux et, dans le sens inverse, du bois, des métaux, des pierres et d'autres matériaux précieux. Pour commercer et tenir des registres, les Sumériens avaient besoin d'un système sophistiqué. C'est ici que l'on perçoit à nouveau l'importance de leur invention, l'écriture. Les tablettes d'argile leur permettaient de suivre leurs marchandises, de rédiger des contrats et d'enregistrer leurs dettes et leurs paiements. Cela instaurait transparence et confiance dans les transactions commerciales. Le commerce jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Sumériens. Les marchés urbains offraient de tout, de la nourriture aux articles ménagers. Les marchands étaient des membres respectés de la société. Ils fournissaient non seulement à la population des biens essentiels, mais facilitaient également les échanges de valeurs culturelles et d'idées entre les différents peuples. Ainsi, l'agriculture, l'artisanat et le commerce étaient étroitement liés et constituaient la base de la prospérité de la civilisation sumérienne. La fertilité des sols, le savoir-faire des artisans et l'esprit d'entreprise des marchands permirent aux Sumériens de créer un système économique complexe et avancé qui, à son tour, servit de fondement à leurs avancées ultérieures dans les domaines des sciences, des arts et de l'administration. Maintenant que nous avons une idée de la manière dont les Sumériens gagnaient leur vie et subvenaient à leurs besoins, passons à l'une de leurs réalisations les plus étonnantes, les inventions scientifiques et technologiques qui ont véritablement changé le cours de l'histoire. Les Sumériens, ces créateurs antiques exceptionnels, ont non seulement posé les bases de l'écriture, des villes et de l'État, mais ont également réalisé des avancées scientifiques et technologiques qui nous sont encore utiles aujourd'hui. Leurs inventions ont constitué le fondement solide sur lequel les civilisations ultérieures se sont développées. Plongeons dans l'univers des découvertes sumériennes qui ont véritablement changé le cours de l'histoire. L'une des inventions les plus importantes que nous tenons aujourd'hui pour acquises est la roue. Bien que l'on ne puisse affirmer avec certitude que les Sumériens s'en furent les premiers inventeurs, c'est en Mésopotamie que les premières traces archéologiques de son utilisation apparaissent. Les premières roues, apparues vers le milieu du 4e millénaire avant Jésus-C, ne ressemblaient pas à celles que nous imaginons aujourd'hui. Il s'agissait de disques plutôt massifs taillés dans du bois, souvent constitués de plusieurs planches assemblées. Ces roues étaient lourdes et peu résistantes, mais elles constituaient une véritable révolution. Imaginez le déplacement de lourdes charges autrefois.
Tout se faisait à la main ou à l'aide de traîneaux, ce qui demandait un effort et un temps considérables. Avec l'avènement de la roue, les charrettes sont devenues possibles. Elles ont d'abord servi à transporter de la terre lors de la construction de canaux et de temples, puis des marchandises. Cela a considérablement facilité le travail et ouvert de nouvelles perspectives pour le commerce et la construction. La roue est devenue un symbole de progrès et son importance est difficile à surestimer. Elle nous a permis de nous déplacer plus vite, de transporter plus, de construire plus haut et de créer des mécanismes plus complexes. Une autre invention essentielle, étroitement liée à l'agriculture, était la charrue. L'agriculture était le fondement de l'économie mésopotamienne, et les Sumériens cherchaient constamment des moyens d'accroître les rendements agricoles. Des outils simples pour cultiver la terre existaient auparavant, mais la charrue sumérienne, apparue vers le milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ, était plus sophistiquée. Initialement en bois, elle servait à ameublir le sol. Plus tard, avec le développement de la métallurgie, les charrues commencèrent à être équipées de socs métalliques, ce qui les rendit plus efficaces. La charrue permettait de cultiver de plus grandes superficies avec moins de travail. Elle retournait le sol, le rendant plus meuble et plus accessible aux nutriments. Ce travail était particulièrement important en Mésopotamie, où le sol pouvait être assez compact. La charrue permettait de cultiver davantage de céréales, assurant ainsi la sécurité alimentaire et facilitant la croissance démographique. Le labourage devint une partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux Sumériens. De l'aube au crépuscule, ils travaillaient aux champs, assurant ainsi leur avenir. Mais même la meilleure charrue serait inefficace sans eau. La Mésopotamie, comme nous l'avons déjà mentionné, était située dans une zone aride, et la vie y dépendait du Tigre et de l'Euphrate. Cependant, ces fleuves connaissaient souvent des crues imprévisibles, et l'eau pouvait se faire rare pendant les mois d'été. Les Sumériens, brillants ingénieurs, ont développé des systèmes d'irrigation complexes. Ils ont construit des canaux, des barrages et des réservoirs pour réguler le débit des rivières, détourner l'eau vers les champs pendant les périodes de sécheresse et prévenir les inondations dévastatrices. Ces systèmes d'irrigation étaient incroyablement complexes pour l'époque. Leur construction et leur entretien nécessitaient les efforts combinés d'une ville entière, voire de plusieurs villes. La gestion de l'eau devint l'une des fonctions les plus importantes de l'administration urbaine. Les prêtres et les dirigeants étaient souvent responsables de la distribution de l'eau, ce qui leur conférait une influence considérable. Grâce à ces systèmes, les Sumériens purent transformer des terres arides en champs fertiles, où ils cultivaient du blé, de l'orge, des dattes et d'autres cultures. L'irrigation devint essentielle à la prospérité et à la croissance de leur civilisation. Un autre domaine de développement important fut la métallurgie. Les Sumériens furent parmi les premiers à maîtriser le travail des métaux, principalement le cuivre, puis le bronze. Vers le début du 3e millénaire avant J.C., ils commencèrent à l'utiliser activement le bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Cela leur permit de créer des outils, des armes et des bijoux plus résistants et plus durables. Charrues, haches, couteaux et épées en métal, tout cela augmenta considérablement l'efficacité du travail et la puissance militaire. L'extraction et la transformation des métaux exigeaient des connaissances et des compétences spécialisées. Des artisans apparurent, forgerons, fondeurs et bijoutiers. Le travail du métal était complexe et dangereux, mais il procurait revenus élevés et respect. Les artisans sumériens atteignirent un haut niveau de compétence dans le moulage, la ciselure et la gravure. Ils créèrent d'élégants bijoux, des figurines de dieux et de souverains, ainsi que des objets ménagères.
La métallurgie ouvrit de nouveaux horizons au développement de l'artisanat et du commerce et contribua également à l'essor des affaires militaires. Mais les réalisations sumériennes ne se limitaient pas aux inventions matérielles. Elles contribuèrent également significativement au développement des sciences, notamment en astronomie et en mathématiques. L'observation des corps célestes était importante pour les Sumériens pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'agriculture. Un calendrier basé sur les cycles de la Lune et du Soleil permettait de déterminer le moment des semailles et des récoltes. Deuxièmement, pour la religion. Les mouvements des corps célestes étaient souvent associés à la volonté des dieux, et les astronomes servaient d'intermédiaires entre les mondes humains et divins. Les Sumériens ont développé un calendrier lunaire de 12 mois. Ils ont appris à prédire les éclipses et autres phénomènes astronomiques. Leurs observations stellaires étaient très précises pour leur époque. Ils ont nommé de nombreuses constellations, dont certaines subsistent encore aujourd'hui. L'astronomie était plus qu'une simple science. Elle faisait partie intégrante de leur vision du monde, les aidant à naviguer dans l'espace et le temps et à comprendre leur place dans l'univers. En mathématiques, les Sumériens utilisaient un système de numération sexagésimale, basé sur le nombre 60. Ce système, contrairement à notre système décimal, pouvait paraître inhabituel, mais il présentait des avantages. Le nombre 60 est divisible par de nombreux autres nombres: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, ce qui le rendait pratique pour les calculs, notamment dans le commerce et l'astronomie. C'est grâce aux Sumériens que nous utilisons encore 60 minutes dans une heure et 360 degrés dans un cercle. Les Sumériens développèrent des méthodes de multiplication et de division et résolvèrent des équations quadratiques simples. Ils utilisaient des fractions et savaient calculer des surfaces et des volumes. Leurs connaissances mathématiques étaient pratiques et appliquées à la construction, au commerce et à l'arpentage. Les scribes, qui étaient des personnes instruites, consacraient beaucoup de temps à l'étude des mathématiques pour tenir des registres, calculer les impôts et planifier des projets de construction. Ces connaissances, acquises il y a des milliers d'années, sont devenues le fondement du développement des mathématiques dans les cultures ultérieures. Les Sumériens nous ont ainsi laissé un immense héritage scientifique et technologique. Leurs inventions, la roue, la charrue, l'irrigation et la métallurgie, ont été des catalyseurs du développement de la civilisation. Leurs avancées en astronomie et en mathématiques ont posé les bases des découvertes scientifiques futures. Ces peuples, qui ont vécu il y a si longtemps, continuent d'influencer nos vies, souvent imperceptiblement, mais de manière indélébile. Ils ont démontré que l'esprit humain est capable de surmonter toutes les difficultés et de créer des choses extraordinaires qui profiteront aux générations futures. L'art et l'architecture de la civilisation sumérienne, tout comme ses réalisations scientifiques et littéraires, ont marqué l'histoire de façon indélébile. Les Sumériens cherchaient non seulement à refléter la réalité, mais aussi à transmettre, par leur création, des significations profondes liées à leurs croyances et à leur vision du monde. Les Sumériens atteignirent une maîtrise remarquable de la sculpture. Leurs œuvres les plus caractéristiques sont des figurines humaines, souvent représentées dans des poses de prière. Ces figures, en argile, en pierre ou en albâtre, ont généralement de grands yeux expressifs, symbolisant leur attention au divin. Ces figurines étaient souvent placées dans les temples, représentant ceux qui priaient les dieux. Les hommes étaient généralement représentés avec la barbe et vêtus de longues robes, tandis que les femmes arboraient des coiffes et des bijoux.
Il est important de noter que ces sculptures n'étaient pas des portraits au sens moderne du terme, mais plutôt des images génériques destinées à évoquer des émotions et des associations spécifiques. Remarquez les détails des vêtements, dont les plis étaient soigneusement travaillés, témoignant du talent des artisans à restituer la texture du tissu. Les sceaux cylindres sont une autre réalisation remarquable de l'art sumérien. Ces petits cylindres taillés dans la pierre portaient des images et des inscriptions gravées à leur surface. Roulé sur de l'argile humide, un tel cylindre laissait une empreinte qui servait de signature ou de marque de propriété. Les images sur ces sceaux étaient extrêmement variées. Scènes de la vie des dieux, scènes mythologiques, représentations d'animaux, ainsi que des scènes de la vie quotidienne, comme la chasse ou l'agriculture. Ces sceaux n'avaient pas seulement une fonction pratique, mais étaient aussi de véritables œuvres d'art, témoignant d'un haut niveau de maîtrise de la gravure. Leur petite taille exigeait une précision et un souci du détail particulier. L'empreinte du sceau pouvait servir à sceller des documents, des récipients ou des portes. L'architecture sumérienne mérite également une attention particulière. Les temples étaient les structures les plus impressionnantes, qui servaient non seulement de centres religieux, mais aussi de pôles de la vie sociale et économique de la ville. Le type de temple sumérien le plus célèbre est la ziggourate. Il s'agissait d'une pyramide à degrés construite en briques crues. Au sommet se trouvait un petit temple dédié à la divinité principale de la ville. La ziggourate était censée servir de pont entre le ciel et la terre, un lieu où les dieux pouvaient descendre vers leurs fidèles. La construction de telles structures monumentales nécessitait d'énormes ressources humaines et une main-d'œuvre bien organisée. Le temple d'Ur est un exemple de grand complexe de temples. Dédié au dieu de la lune Nana, ce temple était l'un des plus grands et des plus majestueux édifices de son époque. Il comportait plusieurs niveaux reliés par de larges escaliers. Les murs du temple étaient ornés de bas-reliefs et de peintures, et les intérieurs étaient richement décorés. Outre les temples, les Sumériens construisirent également d'autres structures, telles que des palais, des remparts et des bâtiments résidentiels. Ces bâtiments étaient généralement construits en briques crues et dotés de toits plats, utilisés pour la détente et le travail par temps chaud. L'esthétique de l'art sumérien était étroitement liée à leurs croyances religieuses. De nombreuses images et formes architecturales avaient une signification symbolique. Par exemple, les représentations de taureaux étaient souvent associées à la force et à la fertilité, tandis que celles d'oiseaux étaient associées aux messagers divins. Les couleurs utilisées dans les peintures et les décorations avaient également une signification symbolique. Le bleu, par exemple, était souvent associé à l'eau et au ciel. Il est important de comprendre que l'art et l'architecture sumériens ont évolué au fil des siècles, reflétant l'évolution de la société et des croyances. Des formes primitives et simples aux structures plus complexes et monumentales, les Sumériens ont constamment recherché la perfection, s'efforçant d'exprimer leur compréhension du monde et de la place de l'humanité en son sein. Leurs créations, qui ont traversé les millénaires, nous permettent de toucher du doigt l'univers de ceux qui ont posé les fondements de nombreux aspects de notre civilisation moderne. Ces œuvres d'art et d'architecture ne sont pas seulement des témoignages du passé, mais aussi une source d'inspiration, nous rappelant le potentiel infini de la créativité humaine. Débute la période dite des premières dynasties. Cette période, qui s'étend environ de 2900 à 2334 avant Jésus-Christ, marque l'apogée des cités-États sumériennes.
Imaginez comment ces anciennes cités, comme Ur, Uruk et Lagash, que nous avons déjà mentionnés, se sont développées en centres puissants, chacun doté de son propre souverain, de ses propres lois et de son histoire unique. Durant cette période, la civilisation sumérienne atteignit son apogée. Les villes s'étendirent, leurs murs devinrent plus solides et leurs temples plus magnifiques. La vie battait son plein, les marchands s'activaient dans les rues, les artisans travaillaient dans leurs ateliers et les agriculteurs cultivaient leurs champs irrigués par d'ingénieux canaux. C'est à cette époque que la culture, l'art et la technologie sumérienne atteignirent leur apogée, jetant les bases de nombreuses réalisations futures. Cependant, comme souvent dans l'histoire, les périodes de prospérité ne sont pas exemptes de défis. Les cités-États, bien qu'indépendantes, entraient souvent en rivalité. Cette rivalité pouvait se manifester par des conflits commerciaux, des revendications territoriales ou simplement par un désir de domination. Les guerres, bien que pas toujours d'ampleur selon nos normes modernes, étaient monnaie courante à cette époque. Elles étaient menées pour le contrôle des terres fertiles, l'accès aux ressources en eau ou aux routes commerciales. Malgré les conflits, les cités-États sumériennes savaient aussi coopérer. Elles formaient des alliances, parfois temporaires, parfois plus durables, pour se défendre contre des ennemis communs ou pour entreprendre de grands projets communs, comme la construction de systèmes d'irrigation vitaux pour l'agriculture. De telles alliances contribuaient à maintenir une relative stabilité dans la région. Durant cette période, les noms des souverains qui ont marqué l'histoire émergent. Par exemple, la ville de Lagash était dirigée par un roi nommé Eannatum, qui, selon les inscriptions retrouvées, vainquit la ville voisine d'Umma. Sa victoire fut célébrée comme un événement marquant et il devint connu comme un grand guerrier et défenseur de sa ville. Un autre souverain célèbre fut Ammebaragessi de Kish, qui, selon certains récits, mena même une campagne sur le territoire du futur Elam, témoignant des ambitions grandissantes des souverains sumériens. À cette époque, la vie quotidienne des habitants était étroitement liée au cycle de la nature et à la vie sociale de la ville. L'agriculture restait l'activité principale. Les paysans cultivaient les champs, cultivant l'orge, le blé et les dattes. Ils dépendaient des crues régulières des rivières et des systèmes d'irrigation entretenus par toute la ville. La vie urbaine était plus diversifiée. Les artisans, potiers, forgerons, tisserands et bijoutiers produisaient des biens utilisés en ville et vendus sur les marchés. Le commerce jouait un rôle important. Les Sumériens avaient besoin de matériaux rares dans leurs vallées fertiles, comme le bois, les métaux et les pierres précieuses. Ils échangeaient leurs produits agricoles et artisanaux contre ces ressources essentielles. Les routes commerciales s'étendaient loin, reliant la Mésopotamie au golfe Persique, à l'Anatolie et peut-être même à la vallée de l'Indien. La structure sociale était très claire. À la tête de la cité-État se trouvait un dirigeant appelé Lugal, signifiant littéralement « grand homme ». Les Lugals pouvaient être chefs militaires, grands prêtres ou une combinaison des deux. Les prêtres exerçaient toujours une influence considérable, car les temples étaient non seulement des centres de vie spirituelle, mais aussi d'importants propriétaires fonciers et des institutions économiques. En dessous d'eux se trouvaient les scribes, les fonctionnaires, les marchands, les artisans et, tout en bas, les agriculteurs et les ouvriers salariés. Durant cette période, l'art sumérien continua de se développer. La production de sceaux cylindres, utilisés pour authentifier documents et objets, se poursuivit. Chaque sceau était une œuvre d'art unique, représentant souvent des scènes de la mythologie, des rituels religieux ou de la vie quotidienne. La sculpture atteignit également un haut niveau de maîtrise.
Des célèbres statues de souverains et de divinités furent créées, souvent dotées de grands yeux expressifs, symbolisant l'attention et la connexion au divin. L'architecture continuait d'évoluer. Les zigguras, ces tours de temple à gradins, devinrent toujours plus majestueuses, s'élevant vers les cieux. Elles servaient non seulement de lieu de culte, mais aussi de symbole de la puissance de la ville et de son lien avec les dieux. Les bâtiments résidentiels étaient généralement construits en briques crues et leur disposition répondait aux besoins de la famille, incluant souvent une cour intérieure. Il est important de comprendre que, même au milieu des guerres et des bouleversements politiques, la vie continuait. Les gens faisaient des enfants, les élevaient, célébraient les fêtes, croyaient en leur Dieu et aspiraient à une vie meilleure. La période des premières dynasties marqua la formation de l'identité sumérienne, une époque où furent posés les fondements de leur culture et de leur civilisation, une époque qui allait profondément influencer toute l'histoire ultérieure. C'était une époque où les cités-États sumériennes brillaient telles des pierres précieuses sur la carte du monde antique, chacune avec son éclat et sa signification unique. Après l'apogée des cités-États sumériennes, époque où chaque cité brillait tel un joyau précieux sur la carte du monde antique, un nouveau tournant s'est produit. Cette période fut marquée par la conquête akkadienne, un événement qui transforma le paysage politique de la Mésopotamie et mit fin à l'indépendance des cités-États sumériennes. Vers 1934 avant Jésus-Christ, au cœur même de Sumer, une nouvelle puissance commença à émerger. Ce pouvoir était associé au nom de Sargon, un souverain connu sous le nom de Sargon le Grand. Il était originaire d'Akkad, une région au nord de Sumer. Les Akkadiens parlaient une langue sémitique distincte du sumérien, mais ils étaient depuis longtemps sous l'influence culturelle et politique de leurs voisins du sud. Sargon, chef militaire ambitieux et talentueux, parvint à unifier les tribus akkadiennes disparates et à diriger son énergie vers le sud. Ses campagnes militaires furent couronnées de succès. Il conquit les cités sumériennes les unes après les autres, les plaçant sous son contrôle. Ce processus prit du temps, mais Sargon finit par atteindre son objectif. Il ne se contenta pas de conquérir les cités sumériennes. Il créa quelque chose de nouveau, le premier empire de l'histoire mésopotamienne. Cet empire englobait toute la Mésopotamie, du golfe Persique au sud jusqu'aux régions du nord. La ville d'Akkad devint la capitale de cet empire. Son emplacement exact fait encore l'objet de recherches, mais son importance comme centre de la première grande puissance est indéniable. Sargon le Grand régna environ 56 ans, période durant laquelle il posa les bases d'une nouvelle structure étatique. Il nomma des gouverneurs dans les villes conquises, introduisit un système de gouvernement unifié et standardisa certains aspects de la vie quotidienne, comme les poids et mesures. Il est important de noter que la conquête akkadienne n'a pas simplement détruit la culture sumérienne. Au contraire, elle a donné lieu à un intéressant processus d'influence mutuelle. Après avoir conquis Sumer, les Akkadiens ont eux-mêmes beaucoup adopté des Sumériens. Ils ont adopté l'écriture cunéiforme sumérienne, l'adaptant à leur langue sémitique. Les dieux sumériens ont été intégrés au panthéon akkadien, souvent identifiés à des divinités locales. Les mythes et les œuvres littéraires sumériens ont perduré, mais ils étaient désormais accessibles à la population akkadienne. Parallèlement, la culture akkadienne a également influencé Sumer. La langue sémitique est devenue la langue de l'administration et du commerce, supplantant progressivement le sumérien dans certains domaines de la vie publique. La sculpture et l'art akkadien se sont développés, empruntant et retravaillant les traditions sumériennes.
Il en est résulté un syncrétisme culturel unique où s'entremêlent des éléments de deux civilisations distinctes. Durant cette période, la vie quotidienne conservait ses spécificités. Malgré les changements de pouvoir, l'agriculture demeurait le pilier de l'économie. Les paysans continuaient de cultiver leurs champs, les irriguant avec les eaux du Tigre et de l'Euphrate. Les artisans poursuivaient leur travail, produisant céramique, textiles et objets en métal. Les marchands maintenaient des liens entre les villes et les régions, même si les routes commerciales étaient désormais sous le contrôle d'un seul empire. Cependant, comme tout grand État, l'empire akkadien fut confronté à des défis internes et externes. Après la mort de Sargon et de ses successeurs, l'empire commença à s'affaiblir. Des rébellions éclatèrent dans les villes conquises, ainsi que des raids des peuples voisins. Vers 1954 avant Jésus, l'empire akkadien s'était effondré. Mais même après sa chute, l'héritage de cette période fut considérable. La conquête akkadienne démontra la possibilité de créer un État unifié en Mésopotamie. Elle démontra la puissance d'une autorité centralisée et d'une gouvernance efficace. De plus, la domination akkadienne facilita la diffusion de la culture et du savoir sumérien au-delà de Sumer, ouvrant la voie au développement de la civilisation dans la région. C'était une époque où les frontières entre les peuples s'estompaient et où les idées et les réalisations commencèrent à circuler librement, enrichissant le monde antique tout entier. Après l'effondrement du puissant empire akkadien, lorsque le pouvoir centralisé s'affaiblit et que les cités-États recouvrèrent une relative indépendance, commença une période que les historiens appellent la période néo-sumérienne. Cette période, qui s'étendit d'environ 1200 à 1300 avant notre ère, fut marquée non seulement par une restauration, mais par une véritable renaissance de la culture sumérienne. C'était une période où les traditions anciennes semblaient reprendre de la vigueur et où la langue et l'écriture sumérienne atteignirent leur apogée. La troisième dynastie d'Ur occupe une place particulière durant cette période. Cette dynastie de souverains parvint à unifier une grande partie de la Mésopotamie sous leur domination, lui rendant sa gloire passée. Le fondateur de cette dynastie est considéré comme Ur-Nammu, qui régna de 1200 à 1217 avant Jésus environ. Il fut non seulement un conquérant, mais aussi un administrateur et un législateur exceptionnel. C'est sous Ur-Nammu que fut compilé l'un des plus anciens codes juridiques connus, le Code d'Ur-Nammu. Ce code, dont les fragments nous sont parvenus, témoigne de la volonté d'instaurer un ordre juste, de réguler les relations économiques et de protéger les droits des citoyens. Il posa les bases des futurs systèmes juridiques témoignant de la maturité de la société sumérienne. Sous le règne de la troisième dynastie d'Ur, les cités-États, autrefois déchirées par des conflits internes, retrouvèrent leur stabilité. La gouvernance devint plus centralisée et le système administratif plus efficace. D'importants projets de construction furent entrepris, laissant une empreinte indélébile sur le paysage mésopotamien. L'une des réalisations les plus impressionnantes de cette période fut la construction de temples grandioses appelés ziggourats. Les ziggourats étaient des tours à gradins érigées en l'honneur de divinités majeures. La plus célèbre d'entre elles est la grande ziggoura d'Ur, construite sous Ur-Nammu. C'était une structure monumentale en briques crues, revêtue de briques cuites et ornée de majestueux escaliers. La ziggoura servait non seulement de lieu de culte, mais aussi de centre de la vie publique, d'entrepôt de céréales et de bâtiments administratifs.
Sa taille et sa complexité sont étonnantes, même selon les normes modernes, témoignant d'un haut niveau d'expertise en ingénierie et d'organisation du travail. La construction de structures d'une telle envergure nécessitait des ressources colossales et une main-d'œuvre bien organisée. Des milliers de personnes travaillaient sur les chantiers, extrayant l'argile, fabriquant des briques et érigeant des murs. Ce travail était non seulement un devoir, mais aussi un élément de la vie sociale, unissant les individus autour d'une œuvre commune. Outre les temples, d'autres structures importantes furent construites, palais, remparts et canaux d'irrigation. Le réseau de canaux d'irrigation était vital pour l'agriculture, qui demeurait le pilier de l'économie. Les Sumériens étaient d'habiles ingénieurs, capables de gérer les ressources en eau du Tigre et de l'Euphrate, assurant ainsi des récoltes abondantes, même sous des climats arides. Le commerce connut également un essor durant cette période. Malgré leur gouvernance centralisée, les cités-États entretenaient de relations commerciales actives entre elles et avec les régions voisines. Les marchands sumériens voyageaient vers des contrées lointaines, rapportant métaux précieux, bois, pierres semi-précieuses et autres biens essentiels impossibles à extraire localement. En échange, ils exportaient des céréales, de l'artisanat et des textiles. La vie quotidienne à l'époque néo-sumérienne, bien que soumise aux lois et à la volonté des dirigeants, conservait ses caractéristiques habituelles. Les paysans continuaient à labourer la terre, fidèles à des traditions séculaires. Les artisans, des potiers et tisseronds aux bijoutiers et métallurgistes, créaient leurs propres produits, recherchés sur les marchés nationaux et internationaux. La famille demeurait l'unité sociale fondamentale, et les valeurs et coutumes familiales étaient soigneusement préservées. Les prêtres continuèrent de jouer un rôle important dans la société. Non seulement ils servaient les dieux, mais ils exerçaient également une influence considérable sur le gouvernement, préservant le savoir et l'éducation. Les scribes, formés à l'écriture cunéiforme, étaient indispensables à la tenue des registres, à la compilation des documents et à la préservation des archives historiques. Malgré la diffusion de l'akkadien, le sumérien demeura la langue de la religion, de la littérature et des sciences, connaissant une sorte de renaissance. La littérature de cette période vit l'émergence de nouvelles œuvres, tandis que les plus anciennes furent réécrites et enrichies. Mythes, hymnes et poèmes épiques constituèrent le riche tissu culturel de la société sumérienne. L'une des formes littéraires les plus marquantes étaient les hymnes dédiés aux dieux et aux souverains, glorifiant leurs hauts faits et implorant leur faveur. Cependant, comme toute grande civilisation, la période néo-sumérienne ne pouvait durer éternellement. Vers 1300 avant Jésus-Christ, la puissance de la troisième dynastie d'Ur commença à décliner. Des problèmes internes, des difficultés économiques et surtout des menaces extérieures entraînèrent un déclin progressif. L'une des principales raisons du déclin fut l'invasion des Amorites, tribus sémitiques qui pénétrèrent progressivement en Mésopotamie. Guerrières, elles cherchèrent à s'emparer de terres et de ressources. Progressivement, les chefs amorites commencèrent à gagner en puissance dans diverses régions, affaiblissant le gouvernement central. Le coup de grâce porté à l'empire néo-sumérien fut l'invasion des Amorites et d'autres tribus orientales, comme les Élamites. Vers 1300 avant Jésus, la capitale d'Ur fut détruite et la troisième dynastie d'Ur s'effondra. Cet événement marqua la fin de la domination sumérienne en Mésopotamie. Mais même après l'effondrement de l'État, la culture sumérienne ne disparut pas sans laisser de traces. Les souverains amorites qui arrivèrent au pouvoir adoptèrent largement les traditions, la langue et l'écriture sumérienne.
Le sumérien continua d'être utilisé à des fins religieuses et comme langue de l'élite instruite pendant de nombreux siècles. L'écriture cunéiforme, une invention sumérienne, devint la base de l'écriture akkadienne, babylonienne et assyrienne. L'héritage sumérien, accumulé au fil des millénaires, est devenu le fondement du développement des civilisations mésopotamiennes ultérieures. Leurs réalisations en droit, littérature, sciences, technologie et art ont profondément marqué l'histoire de l'humanité. Des lois régissant la vie sociale aux mythes expliquant le monde, de la roue facilitant le travail à l'écriture préservant le savoir, tout cela fait désormais partie intégrante de notre patrimoine culturel commun. Ainsi, la période néo-sumérienne, et plus particulièrement le règne de la troisième dynastie d'Ur, devint un chapitre brillant de l'histoire de la Mésopotamie. Ce fut une époque de renaissance, d'épanouissement et de préservation de la civilisation sumérienne unique. Une période qui, malgré son déclin, laissa une marque indélébile sur l'histoire, continuant de nous inspirer et de nous émerveiller par ses réalisations. C'était une époque où les pierres anciennes des ziggourats érigées par les Sumériens subsistaient, rappelant la grandeur du passé et les racines profondes de notre civilisation moderne. La chute de la troisième dynastie d'Ur marqua la fin de la domination sumérienne en Mésopotamie. Mais même après l'effondrement de l'État, la culture sumérienne ne disparut pas sans laisser de traces. Les souverains amorites qui arrivèrent au pouvoir adoptèrent largement les traditions, la langue et l'écriture sumérienne. Le sumérien continua d'être utilisé à des fins religieuses et comme langue de l'élite instruite pendant des siècles. L'écriture cunéiforme, une invention sumérienne, servit de base à l'écriture akkadienne, babylonienne et assyrienne. L'héritage sumérien, accumulé au fil des millénaires, servit de fondement au développement des civilisations mésopotamiennes ultérieures. Leurs réalisations dans les domaines du droit, de la littérature, des sciences, de la technologie et de l'art eurent un impact profond sur toute l'histoire de l'humanité. Des lois régissant la vie sociale, aux mythes expliquant le monde, de la roue facilitant le travail, à l'écriture préservant le savoir, tout cela fait désormais partie intégrante de notre patrimoine culturel commun. Ainsi, la période néo-sémérienne, et plus particulièrement le règne de la troisième dynastie d'Ur, devint un chapitre brillant de l'histoire de la Mésopotamie. Ce fut une époque de renaissance, d'épanouissement et de préservation de la civilisation sumérienne unique. Une période qui, malgré son déclin, laissa une marque indélébile sur l'histoire, continuant de nous inspirer et de nous émerveiller par ses réalisations. C'était une époque où les pierres anciennes des ziggourats, érigées par les Sumériens, subsistaient, rappelant la grandeur du passé et les racines profondes de notre civilisation moderne. Le déclin de la civilisation sumérienne fut un processus graduel, tel la lente extinction d'un feu ancestral, laissant néanmoins derrière lui des braises capables de rallumer la flamme. Les causes de ce déclin étaient multiples et entrelacées, tels les fils d'un réseau complexe. L'un des facteurs clés fut l'épuisement des ressources internes. Des millénaires d'agriculture intensive, notamment grâce au système d'irrigation, conduisirent à la salinisation des sols du sud de la Mésopotamie. Cette situation réduisit les rendements agricoles, affaiblissant ainsi le pouvoir économique des cités-États. Confrontés à une baisse de productivité, les agriculteurs commencèrent peut-être à abandonner leurs terres à la recherche de terres plus fertiles. Un autre facteur important du déclin fut celui des facteurs externes, notamment les migrations et les invasions. Au début du deuxième millénaire avant notre ère, de nouveaux peuples commencèrent à pénétrer en Mésopotamie, parmi lesquels les Amorites.
Ces tribus, initialement nomades, s'installèrent progressivement aux abords des territoires sumériens, puis dans les villes elles-mêmes. Leurs invasions, bien que pas toujours immédiatement dévastatrices, minèrent la stabilité et l'autonomie des États sumériens. La lutte pour les ressources et le contrôle territorial devint de plus en plus intense. Les invasions amorites n'ont pas toujours entraîné une annihilation complète. Il s'agissait souvent d'un processus d'assimilation progressive. Les Amorites, moins avancés dans certains aspects de la civilisation, admiraient les réalisations des Sumériens et des Akkadiens. Ils adoptèrent leur langue, leur écriture, leurs croyances religieuses et leurs pratiques administratives. Ainsi, les villes conquises par les Amorites ne tombèrent pas toujours en ruine. Au contraire, une fusion culturelle se produisit, les nouveaux dirigeants devenant les gardiens et les continuateurs des traditions anciennes. Parmi les figures marquantes de cette période figurent des souverains qui tentèrent de préserver les vestiges du pouvoir sumérien ou parvinrent à s'intégrer avec succès au nouvel ordre. Cependant, contrairement aux dynasties précédentes, où des souverains comme Gilgamesh devinrent des héros légendaires, les noms des derniers rois sumériens, dont le pouvoir était déjà affaibli, restent moins gravés dans les mémoires. Il est important de comprendre que ce déclin ne fut pas un événement isolé. Ce fut un long processus, s'étalant sur des siècles, tandis que le pouvoir politique sumérien déclinait progressivement, laissant la place à de nouvelles puissances. Durant cette période de transition, la vie quotidienne a probablement évolué progressivement. Pour un simple agriculteur vivant loin des centres politiques, un changement de dirigeant n'a peut-être pas entraîné de bouleversements radicaux dans son mode de vie. Cependant, les difficultés économiques liées à l'épuisement des sols et la possibilité d'une intervention militaire ont indéniablement affecté leur bien-être. Les populations ont peut-être commencé à moins dépendre des récoltes et à se tourner davantage vers d'autres sources de revenus, comme l'artisanat ou le commerce. Les changements de pouvoir entraînaient souvent une redistribution des terres et des ressources. Les dirigeants amorites, devenus maîtres des villes, pouvaient favoriser leurs partisans, ce qui pouvait susciter le mécontentement de la population indigène. Cependant, dans la plupart des cas, la nouvelle noblesse cherchait à préserver la structure sociale et économique existante afin d'assurer stabilité et revenus. La langue sumérienne, comme mentionné précédemment, a survécu. Elle est restée la langue des temples, où les prêtres accomplissaient des rituels et préservaient les textes sacrés. Elle était également utilisée dans les établissements d'enseignement, où les jeunes scribes étudiaient des œuvres littéraires anciennes et des documents juridiques. La littérature sumérienne, comme l'épopée de Gilgamesh, a continué d'être lue et copiée, préservant ainsi sa valeur culturelle. Il est important de noter que l'invasion amorite n'a pas entraîné l'oubli total de la civilisation sumérienne. Au contraire, elle a facilité son exportation. Les Amorites, adoptant les réalisations sumériennes, les ont exportées vers de nouveaux territoires, facilitant ainsi les échanges culturels. Ainsi, l'héritage sumérien s'est intégré à la civilisation mésopotamienne. L'héritage des Sumériens aux civilisations suivantes est immense. Ils ont posé les bases de nombreux aspects de la vie humaine que nous tenons pour acquis. Leur invention de l'écriture cunéiforme est devenue la pierre angulaire de l'alphabétisation et de la transmission du savoir. Sans cette invention, l'histoire humaine aurait été radicalement différente. Dans le domaine juridique, les lois sumériennes, comme le célèbre code d'Ur-Nammu, ont établi des principes de justice et d'ordre qui ont influencé les systèmes juridiques ultérieurs. Ces lois régissaient divers aspects de la vie, des relations familiales aux transactions commerciales, et ont servi de modèle à de nombreux législateurs ultérieurs.
Les avancées scientifiques et technologiques des Sumériens ont également laissé une marque indélébile. L'invention de la roue, de la charrue et le développement des systèmes d'irrigation ont radicalement transformé les pratiques agricoles et de construction. Leur connaissance de l'astronomie, qu'ils utilisaient pour établir des calendriers et prédire les phénomènes naturels, a constitué le fondement du développement de cette science. Les systèmes mathématiques basés sur le système sexagésimal ont continué d'être utilisés en Mésopotamie pendant de nombreux siècles. L'art et l'architecture des Sumériens, avec leurs majestueuses ziggourats et leurs élégants sceaux cylindres, ont continué d'inspirer les générations suivantes. Les principes esthétiques et le symbolisme inhérents à leurs œuvres se sont reflétés dans l'art babylonien et assyrien. Ainsi, le déclin de la civilisation sumérienne en tant que puissance politique ne signifia pas sa disparition. Il s'agissait plutôt d'une transformation par laquelle l'héritage culturel sumérien fut intégré à la civilisation mésopotamienne. Les invasions amorites et l'assimilation qui s'ensuivit catalysèrent ce processus. Loin de disparaître, les idées, les inventions et le savoir sumérien survécurent, nourrissant et enrichissant les cultures qui leur succédèrent. Cela nous rappelle que les civilisations disparaissent rarement sans laisser de traces. Elles se transforment souvent, transmettant le flambeau aux générations futures. Ainsi, alors que nous approchons du terme de notre voyage à travers l'ancienne Mésopotamie, nous pouvons affirmer avec certitude que les Sumériens nous ont laissé un héritage véritablement inestimable. Leur civilisation, née dans la vallée fertile entre le Tigre et l'Euphrate, est devenue le fondement même sur lequel de nombreuses autres grandes cultures se sont ensuite édifiées. Étudier les Sumériens ne signifie pas simplement plonger dans un passé lointain, c'est comprendre les origines de ce que nous appelons la civilisation, les fondements mêmes qui façonnent notre monde moderne. Les Sumériens furent les premiers à maîtriser l'art de l'agriculture à grande échelle, utilisant des systèmes d'irrigation complexes pour lutter contre les caprices de la nature. Ils apprirent à gérer les ressources en eau, transformant des terres arides en champs fertiles, leur permettant de nourrir une population croissante et de passer de simples communautés à des centres urbains complexes. Des villes comme Ur, Uruk et Eridu étaient plus que de simples implantations, mais de véritables berceaux culturels, où naissaient de nouvelles idées et où se développaient des institutions sociales. L'une des réalisations les plus importantes des Sumériens fut sans conteste l'invention de l'écriture. Le passage des simples pictogrammes à l'écriture cunéiforme complexe ouvrit de nouveaux horizons pour eux et pour l'humanité tout entière. L'écriture leur permit d'écrire les lois, de conserver des archives, de préserver le savoir et de le transmettre de génération en génération. Les scribes devinrent les gardiens de la sagesse et leur travail servit de fondement au développement de l'éducation et des sciences. Les archives sumériennes, riches de milliers de tablettes d'argile, sont devenues une source inestimable d'informations sur la vie, les croyances et les réalisations de cette civilisation antique. La religion jouait un rôle central dans la vie des Sumériens. Leur panthéon divin reflétait à la fois la puissance de la nature et les aspirations humaines. Les mythes de la création et du déluge expliquaient non seulement l'origine de toute chose, mais servaient aussi de repère moral. Les temples n'étaient pas de simples lieux de culte, mais de puissants centres économiques et administratifs où se concentraient pouvoir et richesse. La structure sociale de la société sumérienne était assez complexe. La cité-État était l'unité politique de base, dirigée par les rois, les lugals et les prêtres.
Ils étaient responsables de la gouvernance, de la justice et de la défense de la cité. Les droits et responsabilités civiques étaient clairement définis, ce qui contribuait à la stabilité et au développement de la société. L'économie sumérienne reposait sur une base agricole solide. Cependant, les Sumériens étaient aussi des artisans qualifiés et des commerçants dynamiques. Le développement de l'artisanat a permis l'émergence d'une main-d'œuvre spécialisée, et les routes commerciales, s'étendant bien au-delà de leurs terres, ont facilité les échanges de biens et d'idées avec d'autres peuples. Les réalisations scientifiques et technologiques des Sumériens continuent de nous émerveiller aujourd'hui encore. L'invention de la roue, de la charrue et le développement des systèmes d'irrigation ont radicalement transformé les méthodes agricoles et de construction, les rendant plus efficaces. Leurs connaissances en astronomie, qu'ils utilisaient pour établir des calendriers et prédire les phénomènes naturels, ont constitué le fondement du développement de cette science. Les systèmes mathématiques, basés sur le système sexagésimal, ont continué d'être utilisés en Mésopotamie pendant de nombreux siècles, et on en retrouve encore aujourd'hui des échos dans notre division du temps en heures et en minutes, ainsi que dans la mesure des angles. L'art et l'architecture des Sumériens, avec leurs majestueux ziggourats évoquant des marches vers le ciel et leurs élégants sceaux cylindriques utilisés pour l'identification et la protection des documents, ont continué d'inspirer les générations suivantes. Les principes esthétiques et le symbolisme inhérents à leurs œuvres se sont reflétés dans l'art babylonien et assyrien, témoignant de la continuité des traditions culturelles. La période des premières dynasties vit l'essor des cités-États, rivalisant et nouant des alliances, et des héros et souverains légendaires inscrivant leur nom dans l'histoire. La conquête akkadienne, menée par Sargon le Grand, conduisit à la création du premier empire, unifiant les terres sumériennes sous une autorité unique et favorisant la fusion des cultures. Cependant, la culture sumérienne ne disparut pas, elle se transforma simplement. La période néo-sumérienne, et plus particulièrement le règne de la troisième dynastie d'Ur, fut une ère de renaissance, marquée par de grands projets de construction et un progrès culturel. Le déclin de la civilisation sumérienne en tant que force politique indépendante fut un processus graduel, associé aux invasions des tribus amorites et à l'assimilation qui s'ensuivit. Cependant, cela ne marqua pas l'influence sumérienne. Au contraire, les idées, les inventions et le savoir sumérien furent intégrés à la civilisation mésopotamienne dans son ensemble, nourrissant et enrichissant les cultures qui leur succédèrent. Cela nous rappelle que les civilisations disparaissent rarement sans laisser de traces. Elles se transforment souvent, transmettant le flambeau aux générations futures, tissant leur fil dans la trame multicolore de l'histoire humaine. Les Sumériens étaient plus qu'un simple peuple ancien. Ils ont posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Leurs contributions à l'histoire, à la culture et à la science sont immenses et indéniables. De l'invention de l'écriture au développement de l'astronomie et des mathématiques, de la fondation des premières villes à la formation des systèmes juridiques, tout cela a posé les bases du développement ultérieur de l'humanité. En observant les étoiles, nous nous souvenons que les Sumériens furent les premiers à les observer systématiquement, cherchant à comprendre leurs mouvements et leur signification. En utilisant la roue, nous nous souvenons que ce sont eux qui lui ont donné la forme qui a changé le monde. En lisant les lois, nous retrouvons des échos des règles qu'ils ont initialement écrites sur des tablettes d'argile. Leur monde, si éloigné du nôtre, perdure pourtant en nous.
On retrouve des échos du monde sumérien dans nos langues, nos calendriers et notre compréhension de l'univers. Ils nous ont appris non seulement à bâtir des villes et à cultiver la terre, mais aussi à penser, à consigner, à préserver et à transmettre le savoir. Plonger dans l'histoire sumérienne, c'est retourner à nos origines, aux racines mêmes qui nourrissent notre présent. C'est l'occasion de voir comment de grandes cités ont émergé des premiers peuplements, comment une écriture complexe a émergé de symboles simples, et comment les premières connaissances scientifiques ont émergé de l'observation de la nature. Et même si le temps avance inexorablement, laissant derrière lui des époques et des civilisations, l'héritage des Sumériens demeure présent. Il nous rappelle le potentiel illimité de l'esprit humain, la puissance du travail collectif, et que même les civilisations les plus anciennes peuvent nous enseigner d'importantes leçons. En concluant notre conversation sur les Sumériens, nous ressentons moins la tristesse de la séparation que la satisfaction sereine de l'apprentissage. Nous avons assisté à la naissance d'une civilisation, à son développement, à son épanouissement et, par la transformation, à la transmission de son précieux héritage. C'est le cours naturel des événements, le passage fluide du temps, où une génération succède à une autre et où connaissances et découvertes s'accumulent, formant la riche trame de l'histoire humaine. Puisse ce voyage à travers l'ancienne Mésopotamie vous apporter paix et compréhension. La prise de conscience que nous faisons tous partie d'une histoire vaste et continue où chaque peuple, chaque époque apporte sa contribution unique. Les Sumériens sont un exemple éclatant d'une telle civilisation dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant la force de l'esprit humain et la quête éternelle de connaissance et de développement. Bonne nuit.